Salam alaikum, bonjour, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Les Algériens disent que nous sommes des terroristes, cela est complètement faux. Les attentats les plus sanglants ont été perpétrés par des Algériens. À ce jour, ils sont considérés d'ailleurs comme les plus grands terroristes du XXe et du XXIe siècle. Donc pour éviter une vidéo trop longue, j'ai décidé d'évoquer uniquement les attentats commis en France, en Algérie et je ferai une escale à Marrakech. Je ne mentionnerai pas les attentats commis pendant la guerre d'Algérie. Ils ont été fort nombreux. Les Algériens luttaient pour leur indépendance, d'ailleurs qu'ils n'ont jamais gagné, puisque De Gaulle a soumis le peuple français à un référendum. Le oui l'a emporté largement et la France a abandonné sa création. Le premier attentat perpétré par un Algérien remonte au 14 mai 1610. Il s'agit de l'assassinat d'Henri IV qui meurt poignardé par un Algérien, François Ravaillac. C'était un catholique fanatique. Pour les Parisiens, l'attentat a eu lieu au 8-10 rue de la Ferronnerie dans le 1er arrondissement. Non, bien évidemment, je plaisante, mais il aurait pu être l'arrière-grand-père de Gaïd Salah. Nous savons que les Algériens ont la haine de la monarchie dans le sang. La France va connaître une série d'attentats entre 76 et 86. Il est vrai que ce ne sont pas de grands attentats. Il y a peu de morts, mais ces attentats vont choquer les Français. Donc le premier, c'est le 22 février 76. Il aura lieu à l'Office de tourisme algérien. Il est revendiqué par le Front de libération unifié de la Nouvelle-Algérie. Il y a un petit silence radio pendant plusieurs années et les Algériens refont parler d'eux en 86. Donc c'est une vague d'attentats perpétrés par le groupe Fouad Ali Salah, donc peut-être de la famille de Gaïd Salah. Donc c'est en plusieurs jours, donc au mois de septembre 86. Donc le premier c'était septembre 86, donc le 8. Une bombe va exploser dans le bureau de la poste de l'hôtel de ville de Paris. Il y aura juste un mort et un blessé. Enfin quand je dis juste, alhamdoulilah qu'il n'y a eu qu'un mort. Mais c'est un mort de trop. Le 12 septembre 86, c'est une bombe qui explose dans les locaux de Casino, la cafétéria du centre commercial Les 4 Ans, donc à la Défense. Là, il y aura 54 blessés, aucun mort à déplorer. Le 14 septembre 86, une bombe est découverte au pub Renault, c'est avenue des Champs-Élysées. Il y a 2 policiers tués et un blessé grave. Le 15 septembre 86, c'est une bombe qui explose à la préfecture de Paris sur l'île de la Cité. Un mort, 52 blessés. Et le 17 septembre 86, c'est l'attentat de la rue de Rennes. Donc c'est une bombe qui explose devant le magasin Tati à Paris. 7 morts et 55 blessés. Donc comme vous pouvez le voir, il n'y a pas énormément de morts. Ils ne sont pas encore de grands spécialistes. Il faut attendre 91, les élections algériennes de 91, qui vont être organisées suite aux événements du 5 octobre 88. Donc beaucoup ne connaissent pas cette période noire de l'Algérie. Alors avant la décennie noire, donc le 5 octobre 88, il va y avoir une hausse du prix de la vie, une augmentation du chômage, et ça va provoquer de grandes émeutes en Algérie. D'ailleurs, l'ANP va les réprimer et il va y avoir plus de 200 morts. Et c'est vrai que on n'en parle pas souvent, mais cette date est vraiment très importante pour les Algériens, 200 morts. Donc le président fait adopter l'année suivante par référendum donc une nouvelle constitution algérienne qui va instaurer un nouveau régime parlementaire et qui va accorder un peu plus de droits. Donc dès l'adoption de cette nouvelle constitution, des élections vont être organisées et le fils va remporter ces élections. Et c'est à ce moment-là que les grands terroristes algériens vont commencer à faire parler d'eux. Le second tour, alors je fais brièvement l'historique, donc il va y avoir un premier tour où le fils obtient 48% des suffrages. Normalement, il y aurait dû y avoir un deuxième tour, il n'aura jamais lieu. Et bien évidemment, il va y avoir vous le savez tous, un coup d'État. Les généraux de l'ANP vont prendre le pouvoir.
le 11 janvier 92. L'armée va être déployée dans tout Alger, dans les grandes villes. L'état d'urgence est instauré et la répression s'abat contre le fils. Le FLN-DRS va créer le GIA et l'Algérie va connaître plus de 10 ans de guerre civile. Ce sont des terroristes. Ils ont tué plus de 200 000 personnes, une véritable boucherie. Ils ont égorgé leurs enfants, ils ont violé et éventré leurs mères, leurs sœurs. Ils ont massacré leurs pères et leurs frères. Plus de 200 000 morts et plus de 175 000 disparus. Les terroristes vont s'attaquer à la France, au Maroc et à l'Algérie. La première tentative, c'est le vol détourné Air France Alger-Paris. Donc 4 Algériens qui sont membres du GIA détournent l'avion Airbus Air France. Dès le début de la prise d'otage, un membre de la police algérienne est identifié par le commando et il sera exécuté. Durant ces 2 jours de tension, un diplomate vietnamien, il s'appelait Yannick Beugnet, il était cuisinier à l'ambassade de France, va être assassiné également par les terroristes. Le Premier ministre Édouard Balladur va faire pression sur les autorités algériennes afin d'obtenir le décollage de l'avion. Donc l'appareil finit par quitter Alger, il va atterrir à Marseille en pleine nuit. Le vol en Air France est dérouté. Il va permettre en fait le ravitaillement et le plein de carburant avant de redécoller sur Paris. Le lundi 26 décembre 1994, les négociations reprennent avec les terroristes afin de permettre au dispositif français en fait d'intervenir et de se mettre en place. Suite à l'interception de conversations entre les terroristes et l'intérieur du cockpit, le Premier ministre français va prendre la décision de ne pas laisser repartir l'avion et ils vont être bloqués à Marseille. Devant les caméras du monde entier, le 26 décembre vers 17h, on va voir plusieurs équipes du GIGN prendre d'assaut l'avion et ils vont parvenir à libérer tous les passagers. Et il va y avoir des échanges de feu, les 4 terroristes sont abattus. Une commission rogatoire internationale a été adressée à l'Algérie par tout le monde connaît le juge Bruguière. Il s'est occupé d'ailleurs de tout ce qui est terrorisme en France. L'Algérie, le gouvernement algérien plutôt, a refusé toute coopération judiciaire. À ce jour, la procédure n'a pas avancé, elle est toujours au point mort. Au Maroc, à la même période, donc c'est le 24 août 1994, encore le GIA va perpétrer des attentats à l'hôtel Atlas Hesni à Marrakech. Et ces attentats étaient planifiés depuis l'Algérie. Donc je vous explique un peu le déroulement des opérations. C'est un commando de 2 hommes armés cagoulés, tirent des coups de feu en l'air, ils s'emparent de la caisse et prennent pour cible un petit groupe de touristes qui étaient présents dans le hall. C'était 2 Espagnols et une femme française. Donc les 2 Espagnols vont être tués et la femme française grièvement blessée. Le commando terroriste est composé d'un certain Stéphane Aïtidir, d'un Redouane Hamadi et de Tarek Fellah. Ces 3 ressortissants français d'origine algérienne. Ils ont grandi à la cité des 4000 à la Courneuve, donc c'est en Seine-Saint-Denis. Au total, selon l'enquête menée par les autorités marocaines, 4 groupes comprenant 7 personnes devaient commettre des attentats le même jour à Tanger, à Fès, à Casablanca et à Marrakech, mais un seul passera à l'action. Conséquence, les relations entre le Maroc et l'Algérie vont se détériorer. Le Maroc, persuadé de l'implication des services secrets algériens compte tenu de l'origine algérienne des criminels, des terroristes, convoque des centaines d'Algériens aux commissariats locaux et demande à tous les ressortissants algériens de quitter le royaume, tous ceux sans carte de séjour. Des visas deviennent obligatoires pour les ressortissants algériens. Donc l'Algérie riposte, elle décide de la fermeture de la frontière terrestre entre les 2 pays. La frontière aérienne, elle, va rester ouverte. Le Maroc supprime en 2004 l'obligation des visas. Et l'Algérie, c'est en 2005 qu'elle décide, elle aussi, de supprimer cette obligation. Attentat au Maroc, attentat en Algérie. En 1995,
la France ne sera pas épargnée, elle va connaître une vague d'attentats. Le premier aura lieu le 26 juillet 95, alors je ne sais plus si c'est le 25 ou le 26. L'explosion d'une bouteille de gaz qui va être bourrée d'écrous. Elle va exploser dans le RER parisien, donc à la station Saint-Michel. Elle va faire 8 morts et 119 blessés. Le 17 août, une autre explosion, le même engin, qui va être placé dans une poubelle de l'avenue de Friedland à Paris. Donc c'est vers les Champs-Élysées. 17 blessés. Les poseurs de bombes vont frapper en dehors de Paris. Donc ça va être le 7 septembre de la même année. C'est une voiture piégée qui va exploser devant une école juive à Villeurbanne. Donc c'est la région lyonnaise, dans le Rhône, à faire 14 blessés. Et le 26 août, c'est un engin explosif retrouvé sur la ligne TGV Lyon-Paris. Et un autre le 4 septembre, près du marché du 15e arrondissement à Paris. Une grande chasse à l'homme va être organisée pour arrêter Khaled Kelkal. C'est le suspect numéro 1 après la découverte de ses empreintes digitales sur la bombe du TGV. Ce fugitif algérien, ce terroriste, est tué le 29 septembre près de Lyon par les gendarmes. Une opération de police a été menée de grande envergure à Paris, à Lyon, à Lille au mois de novembre. Et ils ont arrêté les principaux suspects de ces attentats. C'était des noms très connus comme Boualem Ben Saïd, Smaïn et Ali Belkacem. Ils sont issus de la mouvance algérienne du groupe GIA, donc création DRS-FLN. Ils sont reconnus coupables d'avoir posé la bombe du RER-C. Smaïn et Ali Belkacem et Boualem Ben Saïd ont été condamnés à la prison à vie en 2002. L'autre terroriste, c'est Jamel Begal. Lui a été arrêté aux Émirats Arabes Unis en juillet 2001. Il avait fait un séjour à Al-Qaïda à la frontière afghano-pakistanaise. Il a été extradé, donc condamné à 10 ans de prison en 2005 à Paris. Et il avait projeté un attentat suicide à l'ambassade américaine en 2002. Il y a également un autre Algérien, il s'appelle Rachid Ramta. Il est considéré comme le financier de ces attentats de 95. Il a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, assorti d'une peine de 22 ans de sûreté pour son implication dans ces attentats-là. Ils ont également, il ne faut pas l'oublier, ils ont assassiné l'imam Abdelbaki Sahraoui. C'était le fondateur en fait du Front islamique du Salut. Il a été assassiné à la mosquée rue Mira, donc dans le 18e arrondissement. Il a été abattu d'une balle dans la tête. C'est une provocation des services secrets algériens. L'imam était exilé en France et en réalité jouait aucun rôle déterminant au sein du FIS. Il a été juste un des fondateurs, et ils l'ont assassiné. Nous sommes en 96, la guerre civile algérienne continue de déchirer le pays. La France va à nouveau être frappée par le terrorisme. Elle apprend le 26 avril 96 l'enlèvement de 7 moines. Ce sont les moines de Tibérine. Ils sont enlevés par un groupe d'hommes armés. Leur chef s'appelle Jamel Zitouni. Ils revendiquent l'enlèvement. Il faut savoir que ces moines ont refusé de quitter l'Algérie. Ils ont préféré rester près des Algériens. Les Algériens s'approvisionnaient en légumes au monastère et l'un des moines tués soignait la population gratuitement. Donc un communiqué revendiquant l'enlèvement des moines est envoyé à la France. Il propose un échange de prisonniers. Après 2 mois de séquestration, les moines sont retrouvés morts le 21 mai 96. On ne retrouvera que leur tête. Et le même jour, c'est un communiqué du GIA signé à nouveau par Jamal Zitouni qui annonce l'assassinat de ces 7 moines. En 99, suite à un référendum, Bouteflika va annoncer la réconciliation nationale. Bien évidemment, les attentats vont diminuer, mais ils seront toujours d'actualité en Algérie. Ce n'est qu'en 2005 qu'ils cesseront définitivement. La France sera épargnée pendant de nombreuses années. Puis, réveil brutal en mars 2012.
elle va subir un grand traumatisme et un tournant dans la lutte contre le terrorisme, c'est l'affaire Merah. Mohamed Merah est un jeune djihadiste toulousain, algérien. Il a assassiné 3 militaires, dont 2 de confession musulmane, 3 enfants et un enseignant juif à Toulouse et à Montauban, avant d'être abattu le 22 mars par la police française. L'affaire est assez exemplaire parce que c'est le premier attentat djihadiste commis en France depuis ceux du GIA algérien en 95. Ce type agit seul. Voilà pourquoi ça va marquer un tournant dans l'histoire du terrorisme en France. Merah surprend parce que personne ne l'a vu venir. Il ne pose pas de bonbonnes de gaz trafiquées dans les transports. Il tue lui-même. Il choisit ses victimes. Il a d'ailleurs justifié ses attaques contre les militaires par l'engagement de la France en Afghanistan. Et dans une lettre qu'on a retrouvée, il a même poussé ses soi-disant frères musulmans à prendre les armes. Mohamed Merah est né dans une famille où, selon le témoignage de son frère, il est élevé dans la haine du juif, la haine de tout ce qui n'est pas musulman, toujours, selon son frère aîné, sa radicalisation. D'ailleurs, même sa sœur, donc toute sa famille, toute cette famille algérienne était complètement radicalisée. C'était le résultat d'un terreau fertile. Le 16 janvier 2013, le monde aura les yeux rivés sur l'Algérie. Un groupe de 40 terroristes, les signataires du sang, dirigés par l'Algérien Mokhtar Belmokhtar, dit le Born ou Mister Marlboro, vont prendre en otage des employés du groupe BP en Algérie, donc à Ain Annemasse. Il est 5h40 ce mercredi matin du 16 janvier 2013 lorsque 10 pick-up pénètrent dans le complexe gazier donc de Ain Annemasse. Un commando d'une trentaine de combattants se sépare en deux. Le premier groupe attaque un bus chargé de transporter du personnel et le deuxième groupe en fait va couper l'électricité et prend le contrôle de la base. Les expatriés sont des ressortissants du Japon, Philippines, du Royaume-Uni, de la Norvège, de la Malaisie, des États-Unis, de la France, de la Roumanie, de la Turquie, de l'Irlande, du Portugal et de la Colombie. Ils vont être séparés, donc les expatriés et les travailleurs locaux seront séparés. Les djihadistes qui revendiquent rapidement leur appartenance au groupe de Mokhtar Belmokhtar, ils connaissent apparemment très bien les lieux, ils vont vite déployer leur matériel. Alors ils ont des fusils d'assaut, des lance-roquettes, des lance-missiles, plusieurs explosifs. Le commando est déterminé, il est prêt à tenir un long siège et des témoins vont affirmer qu'une trentaine d'otages d'ailleurs étaient équipés de gilets et d'explosifs, donc ceintures d'explosifs plutôt. Les forces de sécurité algériennes vont rapidement encercler la base, ils vont bloquer l'ensemble du site gazier. Les liaisons téléphoniques, internet, satellites seront rapidement coupées. Donc ça c'est le mercredi. Le jeudi matin, un convoi de 5 4x4 tente de quitter le site à bord des combattants avec des otages. Les hélicoptères de combat frappent et mettent en échec leur tentative de fuite. L'Algérie va décider, sans l'accord des pays concernés, les pays qui ont leurs ressortissants pris en otage, donc l'Algérie va décider d'attaquer, de lancer un assaut sur la base de Vie. Les Japonais ont été les premiers à regretter l'assaut algérien. Tous les pays concernés ont été mis à l'écart. L'assaut est lancé sur la base de Vie, puis le vendredi, dans la plus grande confusion sur le site de production, des otages vont parvenir à s'échapper, d'autres vont être tués. Le samedi midi, après 72 heures de prise d'otages, les autorités algériennes indiquent que le site est sous contrôle. Pourquoi l'Algérie n'a-t-elle pas négocié avec les terroristes? Parce que c'est une doctrine algérienne. Elle ne négocie jamais le prestige de l'État
Elle ne va pas condescendre à négocier. Elle n'a pas voulu non plus se concerter avec les pays concernés parce que c'est un signe de faiblesse. Cet assaut, en tout cas, a démontré l'incompétence des forces spéciales algériennes dans la gestion de prise d'otages. Elle a opté pour l'assaut alors que les procédures habituelles, c'est la négociation. Et ça, c'est dans tous les pays démocratiques respectueux des vies humaines. Le Japon était très en colère. Ils n'ont pas accepté l'attitude de l'Algérie. Pour eux, c'était inacceptable. Ça a été également le cas du Royaume-Uni. La France a modéré ses propos. La Maison-Blanche, elle, n'était pas en colère, mais elle a demandé des explications à l'Algérie. Le MI6 s'est déplacé en Algérie et leur ont dit plus jamais ça. Qui est Mokhtar Belmokhtar? C'est un terroriste algérien utilisé par les services secrets algériens. Il est né à Gardaïa en Algérie. Il a combattu en Afghanistan. Il est rentré en Algérie pendant la décennie noire. Il a combattu aux côtés du GIA. Il fait partie du groupe que l'on appelle les signataires du sang. Il est surnommé le Borgne parce qu'il lui manque un œil, ou Mister Marlboro parce qu'il est impliqué dans le trafic de cigarettes dans la région du Sahel. En fait, on le considère comme le Ben Laden du Sahel, sauf qu'il n'a pas de code d'honneur comme Ben Laden. Il est surtout à la solde du gouvernement algérien. Janvier 2015, la France est à nouveau frappée par le terrorisme algérien. Il s'agit des attentats de Charlie Hebdo et de l'Hyper-Cacher. Donc ce sont deux frères, Chérif et Saïd Kouachi, donc d'origine algérienne, des terroristes. Ils vont se rendre au siège de Charlie Hebdo. Ils vont tuer 12 personnes à la Kalachnikov, dont les dessinateurs connus, Volinsky, Cabu, Charles, Tinius, ainsi que 2 policiers. Le surlendemain, retranchés dans une entreprise à Dammartin en Gouelle, donc c'est en Seine-et-Marne, les 2 hommes sont abattus par le GIGN. Le 8 janvier, donc le lendemain, là c'est Amédi Koulibaly, il est marié à une Algérienne, c'est une terroriste également, tue une policière municipale et blesse un agent municipal à Montrouge dans les Hauts-de-Seine. L'homme prendra plusieurs personnes en otage le lendemain dans une épicerie cachère de la porte de Versailles. Il tue 4 personnes avant d'être abattu dans l'assaut du raid. Le 3 février 2015, c'est Moussa Koulibaly qui va agresser 3 militaires à l'arme blanche. Ces 3 militaires étaient en mission dans le cadre du plan Vigipirate. Ils étaient devant un centre communautaire juif à Nice. Ils sont blessés au couteau. Juste après l'agression, l'homme est intercepté par les forces de l'ordre. Et au cours de sa garde à vue, il va expliquer qu'il a une haine viscérale des juifs, des militaires. Il dénonce les persécutions dont les musulmans seraient, selon lui, victimes. 3 ans après l'attentat de Charlie Hebdo et de l'Hyper-Cacher, à nouveau un Algérien va commettre un attentat en France. Nous sommes le 11 décembre 2018, période de Noël. Donc il se rend au marché de Noël de Strasbourg et ouvre le feu sur 5 personnes et en blesse 11 autres. Chérif Shekat, cet terroriste algérien de 29 ans, est connu de la justice pour de multiples faits de droit commun. Chérif Shekat est né à Strasbourg, c'est un Algérien. Son père est de nationalité algérienne. Il s'est radicalisé en France. Il habite à Strasbourg. Il était fiché S et avait plusieurs condamnations. Le Maroc, la France, l'Algérie ont vécu des jours sombres, des Algériens, des terroristes. Fouad Ali Salah, le GIA, Khaled Kelkal, Stéphane Eitidir, Redouane Hamadi, Tarek Felah, Boualem Ben Saïd, Jamel Zitouni, Smaïn Eitali Belkacem, Mokhtar Belmokhtar, Jamel Begal, Rachid Ramda, Mohamed Merah, Hayet Boumedienne, les frères Kouachi, Chérif Shekat et tant d'autres noms.
Ils ont brisé des vies, meurtri le cœur de milliers de familles, traumatisé à tout jamais plusieurs nations. L'Algérie est un terreau fertile pour le terrorisme, une fabrique à terroristes. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite une agréable journée, je vous dis à très bientôt Inch'Allah, portez-vous bien, salam alaikum, au revoir.